Bien, d'abord je voudrais vous dire à quel point je suis heureux de pouvoir tenir ce meeting dans cette localité, dans cette région, de pouvoir vous rencontrer. Le thème de la lutte contre la tyrannie sanitaire, contre le mondialisme, contre le Great Reset, à combien il est immédiatement parlant ici, en étant face à des gens qui sont enracinés, les pieds dans la terre. Ici, on sent d'emblée que l'on est dans cette France authentique, dans ce pays réel auquel nous sommes si attachés, dans ce pays réel où les gens savent la valeur du travail, le talent des mains, des artisans, des paysans, le travail des viticulteurs, le travail des petits producteurs. Le fait d'être ici devant vous pour parler contre ce mondialisme prend tout son sens en m'adressant à des gens comme vous qui ont vraiment ces notions authentiques de la France du terroir et des clochers vissés au corps. Je tiens naturellement à remercier tout particulièrement Cassandre Fristo de m'avoir invité aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui l'ont assisté dans la tâche d'organiser cette réunion, ce meeting. Mais au-delà d'un remerciement, c'est surtout un hommage que je voudrais vous rendre, Cassandre, publiquement, et un hommage à votre courage, un hommage à votre force et votre fidélité, un hommage à votre foi. Par les temps qui courent dans ce monde en pleine dégénérescence, en pleine décadence, où tant d'hommes ont si piètre figure, où tant d'hommes font défaut dans leur rôle naturel, où tant d'hommes sont dévirilisés, sont féminisés, où la mode n'est plus au culte des héros, mais au défilé de la Gay Pride, eh bien vous faites une formidable exception et vous donnez l'exemple non seulement aux jeunes filles, aux jeunes femmes de France, mais vous donnez l'exemple à tous ces hommes de France qui devraient être des guerriers aujourd'hui dans un monde qui le réclame et qui trop souvent font défaut et qui peuvent voir qu'une femme, elle, montre le courage dans une ampleur qui fait défaut à tant d'hommes. Que vraiment beaucoup d'hommes prennent exemple sur vous, Cassandre, par rapport à la force, à la fidélité et au courage dont vous faites preuve. Je vois aujourd'hui aussi, en vous ayant écouté faire ce discours, à quel point je ne me suis pas trompé en vous confiant la responsabilité du Civitas Grand Est. C'est vraiment pour moi un plaisir de vous entendre parler avec autant d'éloquence et avec autant de grandeur d'âme et de connaissance de la France authentique. Vous la mettez en valeur et vous redonnez aux uns et aux autres la perspective de la dimension réelle de notre combat, qui trop souvent fait défaut dans les discours politiques aujourd'hui. Nous savons tous que nous sommes en temps de campagne électorale, en temps de présidentielle, et ô combien ce discours que vous tenez aujourd'hui fait défaut dans la bouche de ceux qui se présentent à leurs concitoyens pour réclamer un bulletin de vote lors d'une élection présidentielle. Comme le niveau est au ras des pâquerettes bien souvent, lorsque nous les écoutons parler de ce qu'ils promettent à la France et aux Français. Et même si parfois certains parlent de la France catholique ou des racines de la France catholique, oh, quand on les écoute d'un peu plus
attentivement, quand on observe leurs arrière-pensées, on se rend compte qu'hélas, ils sont souvent simplement à la pêche aux voix des catholiques et que leur fond bien authentique est très éloigné de ces notions de France catholique. Je n'entamerai pas de controverse, de polémique, mais quand je vois que tant de catholiques de la tradition y compris sont séduits par des discours, des verbes, des mots, bien souvent simplement un vernis pour faire tomber les voix des catholiques dans leur escarcelle, et que les mêmes publiquement sur leur compte Twitter déclarent il y a quelques jours à peine qu'ils sont, oui, pour le droit des catholiques de manifester leurs revendications, mais qu'ils sont contre ces Français qui se mettent à genoux pour prier. Je me dis que vraiment, ô combien on se moque de nous, et il ne suffit pas de pouvoir signer d'un Z comme Zorro pour être un sauveur de la France. Cassandre Fristo, elle nous l'a rappelé, elle est une, je dirais, elle ne nous l'a pas rappelé, ça c'est moi qui le rappellerai, elle est une héroïne, mais elle nous a rappelé aussi qu'elle était une victime de cette police de la pensée qui s'érige jusque dans notre vie la plus privée pour décider ce qui peut être dit ou ce qui peut être fait. Et vous avez tous en mémoire l'importance de cette simple question. Qui est-il possible aujourd'hui que l'on soit tombé si bas en France pour qu'un simple pronom interrogatif conduise à la condamnation devant les tribunaux? Oh, monsieur Darmanin, auriez-vous donc été jusqu'à poursuivre Sénèque qui demandait à qui profite le crime? C'est bien pourtant la véritable question qu'a posée Cassandre lors d'une manifestation du mois d'août contre les restrictions sanitaires. Ce qui, c'est bien celui-là. À qui profite le crime? La tyrannie sanitaire, le Great Reset, les restrictions que l'on nous impose sont bien un crime. Le covidisme est un crime. Et il faut que l'on demande à qui profite ce crime. Parce qu'il faudra qu'un jour, ces criminels payent. Il faudra qu'un jour, ils soient, eux, conduits devant les tribunaux. Eux qui nous disent si souvent devoir de mémoire. Ah, devoir de mémoire. Eh bien oui, qu'il y ait donc un devoir de mémoire avec un tribunal Nuremberg 2 et que celui-là fasse justice et éclaire les consciences sur ceux qui, de Bill Gates à Big Pharma en passant par Attali, sont les coupables d'une tyrannie implacable dont nous devons nous débarrasser. Exactement. Vous avez tous entendu, sans doute, dans vos médias respectifs, si vous en lisez ou écoutez encore, ce que, à Dieu ne plaise, je souhaite que ce ne soit pas trop souvent, compte tenu de la nocivité des médias mainstream, mais néanmoins vous aurez peut-être eu connaissance qu'il y a quelques jours à peine, jeudi soir, se tenait le 36e dîner du CRIF. Alors vous savez, ce CRIF,
ces fameux organismes qui aujourd'hui a tant d'influence auprès des pouvoirs publics, eh bien nous disons à Civitas que nous réclamons la séparation du CRIF et de l'État. Parce que nous n'admettons pas qu'une officine de telle nature vienne dicter aux gouvernants français la feuille de route. Or, c'est bien encore ce qu'a fait ce jeudi soir Francis Khalifa, patron du CRIF, en réclamant de nos gouvernements de nouvelles mesures, de nouvelles sanctions à l'égard de ce qu'il nomme avec effroi les antisémites, leur pensée antisémite. Et le drame, ce n'est pas qu'il condamne l'antisémitisme. Le drame, c'est ce qu'ils imaginent vouloir nous faire admettre à tous comme autocensure à travers cette menace de la condamnation de l'antisémitisme. Parce que, soyons sérieux, si le simple fait d'avoir interrogé sur qui est responsable de cette tyrannie sanitaire et d'avoir énuméré les noms de quelques maîtres de la politique sanitaire en la matière et de l'antisémitisme, mais alors, faut-il considérer que les jeunes femmes qui ont dénoncé dans le milieu du showbiz américain l'abuseur Weinstein étaient des jeunes femmes antisémites? Et selon le même raisonnement, faudrait-il alors considérer que le simple fait de dénoncer le pédocriminel Epstein est de l'antisémitisme? De quelle façon devons-nous dresser la ligne rouge dans un tel scénario? Y a-t-il donc aujourd'hui une catégorie de la population qui relève du statut d'intouchable pour que nous ne puissions plus, sous prétexte qu'ils appartiendraient à la communauté juive, dénoncer des gens qui commettraient des actes qui méritent condamnation? Ce que nous prônons, ce n'est pas de la discrimination. Ce que nous prônons, ce n'est pas de la ségrégation. Aujourd'hui, au contraire, ceux qui prônent la ségrégation, ceux qui prônent la discrimination, ce sont bien ceux qui sont au pouvoir et qui, au nom de cette dictature sanitaire, nous ont conduits dans une société ségrégationniste en tranchant entre vaccinés et non vaccinés, entre détenteurs d'un pass sanitaire et non détenteurs d'un pass sanitaire, entre détenteurs d'un pass vaccinal ensuite et non détenteurs d'un pass vaccinal. La ségrégation, l'intolérance, c'est bien ceux qui sont au pouvoir qui l'entretiennent, qui l'exploitent de jour en jour, intensément, depuis plus de 2 ans maintenant. C'est là que se place le véritable extrémisme. L'extrémisme, il est au gouvernement, l'extrémisme, il est à l'Élysée, l'extrémisme, il est à Matignon, l'extrémisme, il est à l'ONU, l'extrémisme, il est à l'OMS, l'extrémisme, il est chez Big Pharma. Alors, bien sûr, je sais que en face, le camp d'en face aura beau jeu de vouloir
nous qualifier de toute une série de mots qui, dans leur bouche, sont des anathèmes. Complotistes, extrémistes, intégristes, conspirationnistes, oui. Mais si nous observons tout cela d'un peu plus près, eh bien, je dirais que les complotistes ne sont pas précisément ceux qui ont eu raison trop tôt. Exactement. Ne sont pas ceux qui, depuis plus de 2 ans, mettaient en garde contre ce qui allait se mettre en place. Est-ce que les complotistes, ce sont ceux qui soulignaient les velléités de mettre en place une tyrannie sous un prétexte sanitaire alors que le Covid n'avait pas encore officiellement fait son apparition? Les complotistes sont ceux qui tout simplement ont regardé bien avant que nos médias annoncent le Covid cette fameuse vidéo d'un Bill Gates s'adressant devant un parterre important d'universitaires pour leur dire qu'un jour, un vaccin contribuerait à l'excès de population de par le monde. Est-ce que les complotistes, ce sont ceux qui, ayant écouté ces propos de Bill Gates alors qu'il n'était pas encore question du Covid, ont ensuite parfaitement compris à quel point ce qui se passait était la stricte application de ce que le visionnaire Bill Gates avait prédit devant un parterre d'universitaires? Les complotistes, oui, n'ayons pas peur de ce qualificatif. Les complotistes aujourd'hui, ce sont les gens qui ont raison trop tôt. Les extrémistes, oh, il y a bien sûr les extrémistes en tenue de fossiles néo-staliniens comme ceux qui font du folklore tout autour de cette salle aujourd'hui, destinés à faire un peu de bruit révolutionnaire pour tenter d'impressionner les gens qui venaient écouter ce meeting et pour tenter aussi d'impressionner un petit peu le voisinage. Oh, les extrémistes finalement sont surtout, quand on les regarde, ces extrémistes rouges assez grotesques, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on les voit faire leur petit numéro en marge de cette salle, on se dit que, bon, c'est du cirque, c'est du folklore, c'est de l'animation, passons. Bien parlé. Les extrémistes, en réalité, oui, les vrais extrémistes, comme je vous le disais il y a quelques instants, ce sont ceux qui nous dirigent. Les extrémistes, les vrais, ce sont ceux qui sont tout-puissants dans ces officines mondialistes. Les officines, ce sont entre autres ces gens qui apparaissent sur cette banderole le long de notre salle de réunion. Oui, c'est Klaus Schwab et Bill Gates, ce sont des représentants du véritable extrémisme. Klaus Schwab, oui, qui réclame pour notre bien la mise en place d'un Great Reset. Klaus Schwab qui prétend faire notre bonheur contre notre propre volonté. Klaus Schwab qui prétend que lorsque nous aurons tout perdu, nous serons enfin heureux selon la définition de leur bonheur. Bien sûr, je doute que si nous devrions tout perdre, il en sera de même pour Bill
Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros, Attali et consorts, eux au contraire, continueront à vivre dans des palaces, à se prélasser dans leurs piscines et à rouler en grande limousine. Le bonheur par l'appauvrissement, c'est pour nous. Le bonheur par l'enrichissement, c'est pour eux. Quant au fait que l'on nous traite d'intégristes, oh, là non plus, cela ne nous impressionne guère, nous sommes blasés et nous assumons d'être de fiers défenseurs de l'intégralité de la doctrine catholique. Nous devons combattre. Nous devons combattre donc une tyrannie. Cette tyrannie, elle est mondialiste, sous prétexte sanitaire. Cette tyrannie, elle n'a évidemment pas l'intention de disparaître avec la vague Omicron. Cette tyrannie, si nous ne nous mobilisons pas suffisamment pour être le petit grain de sable qui enraye la machine, cette tyrannie est faite pour durer. Ayons-en bien conscience. Il faut se rendre compte que le sanitaire n'est qu'un prétexte, que tout ce qu'ils mettent en place, eh bien, trouvera d'autres prétextes pour durer dans le temps si nous ne nous dressons pas pour y mettre fin. Ayons bien conscience que si aujourd'hui l'évidence saute à ce point aux yeux de quantité de Français que même les représentants des médias mainstream commencent à dire que la vague Omicron n'est pas si dangereuse qu'on l'annonçait, si même le Véran devait commencer à dire qu'il faut alléger quelque peu les mesures, ne tombons pas dans le piège de croire que la partie est gagnée, que nous devons baisser la garde, que tout va enfin reprendre son cours naturellement dans les semaines et les mois qui viennent, et qu'il n'y a plus lieu d'être des guerriers et de batailler. Non, ayons bien conscience qu'après le mythe sanitaire viendra le mythe écologiste, que bien sûr le réchauffement climatique sera l'autre prétexte qui suivra dans quelques mois pour à nouveau exiger de nouvelles restrictions, de nouveaux passes. Déjà, on entend de soi-disant experts, vous savez, de ces fameux experts de plateau qui encombrent les médias, les télévisions, les radios, pour dire qu'il faut songer à la façon de mettre en place un pass énergétique. Rien que cela. Oui, ces gens-là qui nous racontent qu'ils sont les défenseurs de la démocratie sont les premiers à vouloir s'introduire jusque dans les moindres domaines de notre vie privée pour nous dicter les moindres faits et gestes que nous pouvons encore envisager. Dans leur esprit, ces gens-là veulent carrément, par exemple, dicter demain ce que chacun de nous pourra consommer en électricité, en chauffage. Et si nous recevons un pass pour tel type de consommation, eh bien,
nous n'aurions pas le droit de le dépasser sous peine, évidemment, d'amende. Toujours un totalitarisme qui devient de plus en plus insinuant, qui s'introduit dans le moindre des détails de notre vie privée. Demain, ils diront combien de grammes de viande nous pourrons avaler par semaine. Demain, ils diront combien de gens doivent monter dans une voiture avant que celle-ci puisse prendre la route. Demain, ils nous diront, oui, vraiment, tout ce que nous pouvons faire ou ne pas faire, et ce que nous pouvons manger ou ne pas manger, ce que nous pouvons boire ou ne pas boire. Nul doute que la bouteille de vin qui nous sera servie ce soir, ou les verres de bière qui nous seront servis ce soir pour ceux qui restent au dîner, feront partie d'une sévère restriction selon les protocoles de ceux qui, dans des bureaux, s'avèrent être les technocrates de demain de la tyrannie qui se prépare jusque dans les moindres faits et gestes. Ayons bien en tête cela. Ce qui se met en place, c'est vraiment fait pour durer. Ce qui se met en place, c'est vraiment fait pour que nous devenions petit à petit les esclaves d'une société uniformisée, d'une société dans laquelle plus aucune dissidence ne serait tolérée. Il faut que vous ayez en tête cela, parce qu'il faut que vous ne soyez pas dupes de toutes les promesses qui viendront dans les semaines et les mois qui viennent pour vous souhaiter de bonnes vacances. Ces vacances ne seront que le moyen de vous débrider quelque peu la laisse pour tenter d'obtenir que vous baissiez la garde. Et vous devez être, vous, au contraire, ces vigilants qui ne baissent pas la garde, qui éveillent les consciences, qui comprennent ce qui se trame et qui alertent leurs voisins, leurs amis, leurs familles. Nous avons, derrière cette tyrannie, à faire un plan qui est donc présenté sous l'intitulé du Great Reset par le Forum économique mondial de Davos et son grand prêtre, son grand gourou Klaus Schwab. Ce Great Reset, bien sûr, pour ceux qui ont lu le livre, le manuel du grand gourou, eh bien, c'est censé être donc le plan à suivre pour assurer notre bonheur. Face au covidisme, avec une rapidité déconcertante, puisque le Covid est officiellement apparu en décembre 2019 en Chine, et en mars 2020, eh bien, sortaient par palettes les ouvrages de Klaus Schwab en français, en allemand, en anglais, en espagnol. Extraordinaire quand même cette rapidité, cette sagacité pour produire un ouvrage d'une telle nature en quelques semaines et trouver des éditeurs extrêmement performants et des traducteurs pour mettre tout ça si vite à la portée de la population, de façon à ce qu'elle boive les paroles des maîtres du monde. Mais si l'on lit plus attentivement ce manuel du Great Reset, on voit que le bien qu'ils nous promettent a de curieuses natures. D'abord, notez qu'en termes de religion ou de foi,
Klaus Schwab n'est pas sans une dimension spirituelle dans son Great Reset. Mais cette dimension spirituelle qu'il nous propose, c'est le New Age. C'est Mère Nature. Mère Nature. C'est Gaïa. C'est le New Age. C'est cette façon de nous prôner une croyance universelle qui nous sépare de Dieu pour tout fixer vers la nature, la planète, Mère Nature, Gaïa. Bon. Eh bien, évidemment, déjà, nous comprenons que donc, par cet aspect-là, le plan du Great Reset de Klaus Schwab est en réalité directement hostile à la foi catholique, directement hostile et contraire aux enseignements du Christ. Et rien que cela devrait suffire à ce que celui qui occupe le trône pontifical choisisse de combattre ce plan. Hélas, hélas, devons-nous constater à quel point celui qui occupe le trône pontifical se fait à son tour le relais du nouvel ordre mondial en soutenant le Great Reset, en soutenant la vaccination, en prétendant que celle-ci est un acte d'amour, comme l'a encore rappelé tout à l'heure Cassandre. Un acte d'amour de propager une thérapie génique abusivement appelée vaccin, et je vous invite tout à l'heure à acheter le livre de Pamela Acker pour connaître la nature réelle de ce qui nous est présenté comme vaccin et pour en mesurer tous les éléments éthiques. Comment est-il possible que un occupant du trône pontifical fasse le VRP de Big Pharma et défende un produit appelé faussement vaccin, non seulement dont la nature est directement issue d'une politique mortifère d'exploitation d'avortement et de dépeçage de fœtus vivants, mais comment est-il possible aussi que cet occupant du trône pontifical ne tienne nullement compte de tout ce que l'on sait aujourd'hui des conséquences sur la santé, des effets indésirables de ces soi-disant vaccins? Faut-il rappeler qu'il n'est aujourd'hui plus possible de nier l'importance des effets secondaires de ces soi-disant vaccins? Faut-il rappeler que les études sont à disposition de ceux qui seraient un tant soit peu curieux à ce sujet? Il y a des données officielles. On peut simplement penser que ces données officielles sont extrêmement minimalistes par rapport à la réalité de l'ampleur de la catastrophe sanitaire liée non pas à la contamination des gens par le Covid, mais aux effets directs de cette soi-disant vaccination. Que des gens finissent avec des myocardies, finissent avec des accidents cardiovasculaires, que des adolescents, que des sportifs soient de plus en plus les victimes de tels effets secondaires, les chiffres sont là, les données sont là, tout être un tant soit peu objectif peut en prendre connaissance. Et donc, c'est absolument inacceptable que celui qui occupe le trône pontifical, qui a la charge de proclamer la vérité, qui a la charge de défendre le bien commun, qui a la charge de défendre le salut des âmes, mais aussi de défendre le bien
de tous ceux qui lui font confiance soit un propagateur du mensonge, soit un complice de cette entreprise diabolique de dépopulation mondiale. Parce qu'il faut utiliser les mots, c'est bien de cela qu'il s'agit. Bill Gates l'a dit avant même que le Covid ne fasse officiellement son apparition. Le vaccin qui devait apparaître serait un outil de dépopulation mondiale. Il faut que nous dénoncions le totalitarisme qui se met en place, un totalitarisme qui a tout d'une addition du communisme 2.0 et de l'ultracapitalisme. C'est extraordinaire de voir à quel point Bill Gates et Bill Pharma ont pu faire la synthèse, ont pu réaliser l'union sacrée entre le communisme et l'ultracapitalisme. Voilà aujourd'hui une réalité qui devrait absolument être étudiée par beaucoup d'entre nous, parce qu'elle préfigure les difficultés que nous allons rencontrer si nous ne sommes pas suffisamment nombreux et suffisamment rapides et suffisamment féroces pour faire reculer notre adversaire. Avec les nouvelles technologies, avec ces technologies que sont le smartphone, bien sûr, qui est un traceur extraordinaire maintenant, avec toutes ces applications que l'on veut nous faire accepter d'y placer pour que l'on sache le moindre de nos déplacements, pour que l'on sache lorsque nous entrons quelque part et que nous nous plaçons à table qui sont nos voisins, qui aura pris un verre à la table d'à côté, qui aura dîné à notre droite. Quand on mesure à quel point ces nouvelles technologies extrêmement intrusives visent à tout connaître de nos moindres faits et gestes et à déceler qui nous entoure, qui fait partie de notre premier cercle dans le moindre de nos déplacements, eh bien nous mesurons à quel point ce totalitarisme va devenir particulièrement complexe à combattre. C'est toute la différence qui se situe entre la façon dont nous pouvons combattre aujourd'hui et la façon dont le communisme pouvait être combattu par le passé. Déjà, je vous rappelle les enseignements de Solzhenitsyn, grand dissident par excellence, modèle de dissidence à l'époque de l'Union soviétique, qui soulignait que lorsqu'il s'agit de combattre un totalitarisme comme le communisme, le temps est très court pour parvenir à être efficace. Si nous ne combattons pas de toutes nos forces, très vite, tous ensemble, le totalitarisme s'installe petit à petit. Et à partir du moment où ce totalitarisme a pris une certaine aisance dans sa façon de se déployer, il devient tout simplement impossible de lutter. Le totalitarisme, par définition, il devient intrusif dans la totalité des éléments de notre vie quotidienne et la marge de manœuvre pour continuer à résister devient quasiment nulle. Mais pensez que si c'était déjà l'analyse de Solzhenitsyn à une époque où les nouvelles technologies n'existaient pas, combien est-ce vrai aujourd'hui avec ces nouvelles technologies? Songez que ce totalitarisme qui se met en place, ce communisme 2.0 développé et déployé
avec la bénédiction de l'ultracapitalisme, eh bien, il va véritablement être en mesure de tout connaître de vous, de tout savoir de vous en temps réel, et que nous ne sommes qu'au début de cette entreprise. Vous le savez tous, le plan du nouvel ordre mondial et le plan du Great Reset souhaitent aussi que l'argent liquide disparaisse. Et on voit déjà à quel point tout est fait pour nous y encourager. D'abord, plus on est dans la France du terroir, plus on est dans la France rurale, plus il est difficile de trouver une agence bancaire. Plus on est dans la France du terroir, plus il est donc difficile de se procurer des billets de banque. Tout est fait pour que vous utilisiez une carte de banque. Mais cela encore, c'est déjà quasiment obsolète. Tout est fait pour que désormais, vous payiez par une application, par l'intermédiaire de votre téléphone. Et ô combien est-ce désespérant, parfois, d'entendre, même dans les publics auxquels je m'adresse, les gens dire « mais c'est si facile ». Oui, bien sûr, c'est si facile et si confortable. Le diable peut nous proposer tellement de choses si faciles et si confortables jusqu'au jour où nous retirerons en enfer, où tout le confort disparaîtra. Croyez-moi, les banques font partie de nos ennemis. Croyez-moi, il faut lutter contre les banksters. Croyez-moi, il faut lutter contre la haute finance cosmopolite, vagabonde. Croyez-moi, il faut lutter contre les multinationales. Il faut lutter contre les hypermarchés. Il faut retrouver la vie à l'échelle naturelle. Et cela implique pour nous tous de prendre des résolutions fermes et de s'y tenir. Cela implique que lorsque nous faisons des paiements, eh bien oui, nous devons, même si c'est moins facile, même si c'est moins confortable, nous devons payer en argent liquide et nous ne devons pas payer par des moyens virtuels, des moyens mécaniques. Nous devons payer en billets de banque, en pièces de monnaie. Plus nous serons nombreux à prendre cette résolution, plus nous ralentirons le processus qui vise à tenter de faire disparaître l'argent liquide. Croyez-moi, nous devons prendre la résolution, tant que faire se peut, de ne plus acheter auprès de multinationales qui organisent la vente en ligne, la vente par correspondance via Internet. Le soutien à nos petits commerçants, le soutien à nos artisans ne passe pas par la consommation par Amazon. Amazon est notre ennemi parmi d'autres. Croyez-moi, nous ne devons pas acheter dans les hypermarchés. Les hypermarchés sont les premiers vecteurs de la destruction du petit commerce et de l'artisanat. Les hypermarchés sont les agents du mondialisme, sont les agents de la malbouffe, sont les agents de l'intoxication par la mauvaise alimentation, sont les agents de l'exploitation d'enfants et de femmes dans les pays du tiers-monde pour pouvoir proposer des produits de mauvaise qualité au détriment de nos artisans, au détriment de nos petites entreprises. Soutenez les petits commerçants, soutenez les artisans de France, ne consommez plus dans les hypermarchés.
Ne laissez pas votre argent dormir sur des comptes en banque. Comme je vous disais, les banksters sont nos adversaires et nous l'avons vu encore avec l'exemple du Canada et de la répression contre les routiers qui tentaient de défendre les libertés contre la tyrannie sanitaire. Vous avez entendu ces mesures prises par le gouvernement canadien, par Trudeau qui sans doute, si humilié d'avoir dû fuir devant quelques camionneurs, si humilié, lui, qui habituellement défile chaque année applaudi lors de la Gay Pride, a dû se cacher devant quelques centaines, quelques milliers de camions, de gens, oui, c'est sûr que les camionneurs qui arrivent avec leurs trucks, c'est autre chose que la Gay Pride. Et donc, Trudeau a eu cette décision ô combien symbolique du totalitarisme de mettre en place une législation qui permet de fermer les comptes en banque de ceux qui soutiendraient financièrement ou même par l'apport de colis les fameux camionneurs qui résistaient à la tyrannie sanitaire. Voyez donc à quel point l'intention machiavélique de ceux qui nous dirigent ne laissera aucun répit à ceux qui sont les acteurs de la dissidence. Il est donc absurde de continuer à laisser dormir des sommes importantes sur les comptes en banque. On sait aujourd'hui que les banksters, dans tous les cas, ont un arsenal de raisons de pouvoir s'emparer de vos économies en fonction de l'évolution de la situation géopolitique. Je vous rappelle un exemple important qu'il faut avoir en tête. Vous savez tous que les États officiellement disent que l'épargne est garantie sur les comptes en banque jusqu'à hauteur de 100 000 €. C'est la déclaration officielle des États. C'est vrai en théorie, sauf que, vous savez, c'est comme avec les petites notices pharmaceutiques. Il faut lire jusqu'au bout les tout petits caractères. Il y a une astérisque à cette déclaration. L'Union européenne a signé la possibilité pour les banques de faire tomber cette garantie de protection des 100 000 premiers euros de vos économies pour les épargnants dans le cas où la situation économique deviendrait catastrophique et où le système bancaire s'effondrerait. Cela signifie que si le système bancaire s'effondrait, et vous avez tous bien compris que les raisons ne manqueront pas dans les temps à venir de nous annoncer que les systèmes bancaires s'effondrent, dans une telle hypothèse, première phase, on rafle tout ce qui est au-dessus de 100 000 €. Dans un deuxième temps, on déclare que ça n'a pas suffi et on commence à rafler en dessous. Les premiers 50 000 €, au-dessus de 50 000 €, et ainsi de suite. Et donc, comprenez bien qu'aujourd'hui, toutes les mesures existent déjà sur papier. C'est aux institutions de décider quand elles appliqueraient ce scénario. Mais aujourd'hui, l'épargne n'est absolument plus protégée. Quelle que soit la petite phrase qui est inscrite sur un extrait de compte, aujourd'hui, l'épargne
n'est plus nullement protégé, et il ne s'agit plus de dire « Oh, mais moi, je n'ai pas 100 000 euros sur mon compte en banque, donc je ne m'inquiète pas ». Je vous assure, aujourd'hui, n'importe qui doit se soucier de ce que les banksters pourraient faire demain. Je veux aussi vous rappeler à quel point ces gens-là sont sans foi ni loi, sont capables des choses les plus abominables. Parce que ce que nous avons vécu au cours de l'année 2020-2021, cela a déjà été l'occasion de ce qui doit être qualifié de crime. Parce que empêcher des gens dans les EHPAD ou dans les hôpitaux de recevoir de la visite, c'est criminel. Parce que l'on sait que quantité de gens, notamment de personnes âgées, se sont laissées mourir de faim ou de soif parce qu'elles n'avaient plus la possibilité de recevoir la visite de leurs proches. Combien de gens qui s'accrochaient désespérément à la vie dans un EHPAD n'avaient plus le moyen de voir leurs enfants, leurs petits-enfants, voire leurs conjoints éventuellement. Songez ce qu'ont été les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours de ces gens-là. C'est un crime d'avoir fait cela. Songez que des pédopsychiatres ont été extrêmement nombreux à signaler l'explosion des tentatives de suicide parmi les enfants. Ils ont souligné que c'était du jamais vu. Bien sûr, des tentatives de suicide d'enfants, cela existe. Mais ça n'avait jamais été observé dans une telle ampleur. Et cela s'expliquait par plusieurs motifs, mais entre autres, hors du schéma anxiogène entretenu par les médias matin, midi et soir, cela s'expliquait d'autant plus par le fait qu'à la télévision, des soi-disant experts de plateau osaient déclarer que mettre en contact des petits-enfants avec leurs grands-parents, c'était risquer pour les petits-enfants d'être la cause de la mort de leurs grands-parents. Eh bien, c'est une abjection que d'avoir culpabilisé des enfants en bas âge pour l'affection qu'ils avaient pour leurs grands-parents. C'est extrêmement vicieux, extrêmement diabolique comme façon de détruire la famille et de détruire le sentiment qui unit les générations d'une même famille. C'est criminel. Des gens doivent payer pour cela. Des gens doivent un jour être conduits devant les tribunaux, doivent payer, doivent être condamnés. Et il faudra bien que ceux qui payent, que ceux qui soient conduits devant les tribunaux, ce ne soient pas simplement les Schwab, les Gates, les Attali, les Fauci et compagnie. Non, il faudra aller plus loin, il faudra aller plus en détail. Ces médecins de plateau, si souvent liés à l'industrie pharmaceutique, si souvent payés par l'industrie pharmaceutique, il faudra qu'ils soient traînés devant des tribunaux un jour. Ces préfets de police, ces commissaires, ces fonctionnaires qui, avec zèle, se sont mis à persécuter les Français,
ces fonctionnaires qui sont devenus les agents de l'anti-France, il faut qu'ils soient effectivement traités de collabos, d'une entreprise de destruction de la France, de la famille, de l'économie, et qu'ils soient traînés devant les tribunaux. Un jour, ils devront rendre compte. Songez à ces gendarmes, ces policiers qui, comme vous en avez tous vu les images, descendent parfois surarmés dans des cinémas pour vérifier, même dans des séances de projection de films pour enfants, si tout le monde porte bien son masque et si tout le monde a bien son passe. Ces zélés fonctionnaires qui se présentent avec un fusil mitrailleur et un ton arrogant et hargneux, mais qui tremblent lorsqu'ils doivent se rendre dans les banlieues, eh bien oui, ils devront rendre des comptes. Quand la police, quand la gendarmerie n'est plus au service des Français, mais au contraire, quand elle se met au service d'un pouvoir qui opprime les Français, c'est désormais une police politique aux ordres d'une tyrannie qui ne mérite plus en aucune façon notre respect, mais qui doit savoir que nous aurons désormais à son encontre la véritable volonté de la faire répondre de ses actes lorsqu'enfin la tyrannie s'effondrera, et elle s'effondre toujours, la tyrannie. Que ceux-là entendent nos paroles, parce que ce système de tyrannie ne tient que grâce à leur complicité. Si ces gens de la haute finance, si ces médecins de plateau, si ces journalistes véreux, si ces préfets n'étaient pas sûrs de pouvoir conserver la garde prétorienne constituée par la police et la gendarmerie, d'un seul coup, tout cela s'effondrerait comme un jeu de cartes. Et c'est pour cela que nous devons nous adresser à ces policiers, à ces gendarmes, à ces fonctionnaires, pour leur faire comprendre leur responsabilité personnelle qui est engagée dans le zèle qu'ils ont à servir cette tyrannie. Et leur faire comprendre, leur faire mesurer qu'un totalitarisme finit toujours par s'écrouler. Que le communisme a été barbare, a été sanglant, a été génocidaire, mais qu'au bout de 80 ans, malgré son emprise, malgré sa force, malgré sa poigne, malgré sa hargne, il s'est effondré. Eh bien, n'en doutez pas, un jour ou l'autre, même si nous ne parvenons pas à le bloquer maintenant, même si nous devons le subir des années durant, un jour ou l'autre, ce totalitarisme s'effondrera comme tous les autres, et ce jour-là, le temps des comptes viendra. Cassez vos télés, si vous en avez encore, ce qu'à Dieu ne plaise, cassez vos télés. Préservez-vous du message purulent qui en sort. Méfiez-vous de ces hyènes qui agissent si souvent en meute, comme on l'a vu encore l'autre jour avec le débat chez Cyril Hanouna, auquel notre ami Mathieu a fait face. Voyez à quel point, si souvent,
ces journalistes, ces chroniqueurs sont des hyènes, rien d'autre que des hyènes. Ils ne méritent pas notre respect, ils sont des complices, ils méritent simplement que nous refusions de les traiter comme des gens respectables parce qu'ils ne sont pas respectables. Les médias sont le virus. Exact. Nous devons avoir à cœur d'être les acteurs de la désobéissance civile, d'être les promoteurs de la désobéissance civile, d'obtenir que tous ceux qui parlent avec nous et qui acquiescent lorsque nous leur disons que nous vivons en temps de tyrannie, en temps de dictature, cessent d'être simplement des passifs devant tout cela. Nous pouvons tous être à notre niveau des acteurs de la résistance. Cela passe entre autres par la désobéissance civile. Vous savez, un ami revenait récemment de Moscou et il me disait, oh bien sûr, à Moscou aussi, il y a officiellement des mesures de restriction sanitaire. Le port du masque est obligatoire, la vaccination est largement promue par les autorités moscovites, et lorsque vous entrez dans un métro, dans une gare, vous entendez incessamment des messages vous rappelant que le port du masque doit être maintenu. Mais à la différence d'ici, la population dans son quasi-entièreté pratique la désobéissance civile. Le masque se porte à la gorge comme une jugulaire. Et quand la désobéissance civile prend une telle ampleur, ben ça signifie que toutes les patrouilles de police qui passent regardent le décor et qu'aucun policier ne verbalise qui que ce soit. C'est ça la réussite de la désobéissance civile que nous devons prôner. Il faut cesser de nous faire piéger par les autorités qui pratiquent le saucissonnage et l'isolement. Le saucissonnage, c'est-à-dire qu'ils vont de petites mesures en petites mesures. Chacune de ces petites mesures est une insulte à l'intelligence. Chacune de ces petites mesures est une privation de liberté. Mais chaque fois, on nous fait croire que si nous acceptons cette mesure-là, il n'y en aura pas d'autre. Et puis pourtant, nous l'acceptons et en vient une autre. C'est parce que nous sommes soumis à ces petites mesures, à ce saucissonnage, parce que nous nous y plions, que nous ne parvenons pas à casser cette dynamique. Nous devons absolument être fermes dans nos convictions. Nous devons nous organiser. Nous devons cesser de penser à une résistance par l'individuel. Nous sommes une communauté de Français, une communauté de catholiques, une communauté de dissidents, et nous devons agir de façon soudée, de façon organisée, de façon logique par rapport à une stratégie et par rapport à une tactique. Nous devons agir ensemble, au même moment, de la même façon, pour peser contre nos institutions, pour peser contre la haute finance, pour notamment pratiquer ce que j'appelle le boycott économique. Parce que, aujourd'hui, ils ne nous voient, eux, ces gens-là, plus que par ce prisme-là. Soit nous sommes des consommateurs, soit nous sommes des producteurs. Si nous ne sommes ni l'un ni l'autre, à leurs yeux, nous sommes inutiles, et c'est à ce moment-là l'élimination par Rivotril, par euthanasie, par toutes sortes de moyens, mais c'est le concept que, compte tenu qu'il y aurait à leurs yeux trop de population, ceux qui ne sont ni des consommateurs ni des producteurs doivent disparaître. Eh bien, nous devons
les prendre à leur piège. Nous devons agir intelligemment. Ils s'imaginent que, en réclamant un pass vaccinal et en nous privant de l'accès à toutes sortes de théâtres, de cinéma, de grands magasins, de restaurants, de chaînes de commerce, ils nous font de la peine, ils nous mettent sous pression. Eh bien, nous devons avoir à cœur de leur dire non. Non, nous allons retourner la situation comme au judo. Et nous allons faire de cette ségrégation une arme. Vous ne voulez pas que nous puissions consommer tant que nous ne prenons pas votre poison que vous appelez vaccin? Croyez bien que nous n'allons pas céder, mais au contraire, nous allons être fiers de ne pas consommer chez vous. Nous allons être fiers de nous organiser et de vous boycotter. Nous allons être fiers de peser notre mobilisation sur la finance. Nous allons être fiers de nous organiser pour faire baisser votre chiffre d'affaires. C'est ainsi que nous pouvons nous organiser. Nous devons les frapper là où cela compte pour eux. Nous devons frapper leur économie, nous devons frapper les hypermarchés, nous devons frapper les grandes chaînes de consommation, nous devons frapper la consommation par Internet, nous devons pratiquer le boycott économique de façon organisée, de façon structurée, de façon efficace. Je vous invite pour cela, bien sûr, non pas à pratiquer un jeûne plus qu'excessif, mais je vous invite justement à retrouver le contact avec le réel, le contact avec le pays réel. Que tout cela soit justement l'occasion pour, en tout cas, tous ceux qui ne sont pas dans les mégapoles urbaines, de reprendre contact avec les paysans, avec les petits commerçants, avec les petits producteurs. Vous avez ici, parmi les organisateurs de ce meeting, des gens qui ont des carnets d'adresses bien fournis si vous en manquiez. Il y a dans ce beau terroir du Grand Est suffisamment de petits producteurs, suffisamment de paysans, suffisamment d'artisans pour que vous puissiez reprendre contact avec ce pays réel, relancer cette véritable économie, parce que l'emploi réel, il tient sur ce pays réel et non pas sur les multinationales. Vous devez profiter de cette situation pour faire revivre le petit commerce, pour faire revivre le petit artisanat, pour encourager la paysannerie authentique. Et cela doit être aussi une arme de reconquête. De la même façon, vous devez aussi encourager les dissidents culturels. Vous avez vu probablement que de plus en plus d'artistes qui sont dans un processus de dissidence authentique, eh bien, ne choisissent pas de vous demander un pass vaccinal à l'entrée d'une grande salle, mais choisissent désormais d'organiser des activités culturelles plus intimistes, en petit comité, chez des familles, à domicile. Eh bien, que tout cela soit l'occasion pour vous de mesurer qu'il y a une créativité qui doit naître dans l'esprit de la dissidence et dans l'esprit de la résistance. Et que l'imagination, la créativité doivent nous permettre de mettre en place une société catholique, une société dissidente qui ne se laisse pas impressionner par les menaces de nos adversaires. Ils croient nous faire peur. Soyons suffisamment intelligents pour nous organiser en dissidents et pour pouvoir
continuer à vivre mieux encore que par le passé, avec des valeurs beaucoup plus affirmées, avec des principes beaucoup mieux défendus, et en étant plus solidaires entre nous, les uns les autres, dans un esprit de vraie communauté catholique, française et dissidente. Combattez pour la liberté, mais combattez pour la vérité avant tout. Cassandre vous l'a rappelé, seule la vérité vous rendra libre. Ce combat que nous menons, c'est un combat pour la vérité. Nous devons obtenir la vérité par rapport à tout ce qui est ce plan, par rapport à cette pandémie, par rapport à tout ce qui a été mis en place sur base de mensonges, sur base de manipulation. Mais nous devons aussi lutter en permanence pour la vérité par rapport à un monde de désinformation. La désinformation est permanente, et elle vaut dans tous les thèmes abordés par les médias. Ayez bien à cœur, je vous l'ai dit, de vous préserver des médias mainstream, mais ça veut dire aussi informez-vous et encouragez les médias dissidents. Il y a des médias alternatifs, il y a des médias dissidents, il y a des médias dissidents catholiques. Soyez informés en étant sûrs que ces informations ne sont pas l'occasion de distiller un venin dans votre esprit. Allez aux sources de la dissidence pour avoir l'occasion de conserver le moral tout en étant lucide sur l'état de la situation. Vous êtes les héritiers d'un peuple de guerriers francs, Cassandre vous l'a rappelé. Soyez des héritiers fidèles, soyez des héritiers courageux. Cette terre de France, elle est nourrie du sang de nos ancêtres, qui si souvent ont bataillé, qui si souvent ont accepté des sacrifices. Aujourd'hui, il y a encore un besoin de sacrifice. Et ce besoin est pourtant nettement moins exigeant en termes de sacrifice de sang que celui qui fut celui de vos ancêtres. Ce que l'on vous demande aujourd'hui, ce n'est pas de vous battre comme le fait un soldat. Ce que l'on vous demande aujourd'hui, c'est de vous battre comme une louve qui défend ses petits. Aujourd'hui, on s'en prend à vos enfants. Aujourd'hui, on s'en prend à vos petits-enfants. Aujourd'hui, on s'en prend à vos parents, on s'en prend à vos grands-parents. Personne ne peut dire qu'il n'est pas victime de ce qui se trame. Personne ne peut dire qu'il est préservé de ce qui se passe, à part ces galeux qui sont aux commandes de ce qui se passe. Mais aucun citoyen français honnête ne peut dire qu'il ne paye pas le prix de cette tyrannie sanitaire. Alors, soyez courageux, soyez audacieux, soyez téméraires, soyez combatifs. Et si ce n'est pas pour vous, que ce soit pour vos enfants, vos petits-enfants, ou à l'inverse, pour vos parents, vos grands-parents. Mais battez-vous, pour vos proches, pour votre famille, pour tous ceux qui vous sont chers. Battez-vous, c'est un devoir. Battez-vous, il n'y a pas le choix. Vous êtes acculés, battez-vous. De grâce, ne partez pas de ce meeting en vous disant « Oh, ils ont bien parlé, on reviendra la prochaine fois ». Non, ce n'est pas de cela dont nous avons besoin. Ce n'est pas de simples encouragements, bien sûr, nous les prenons toujours avec plaisir, vos encouragements. Mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre engagement. Nous avons besoin
que vous preniez votre carte de membre de Civitas. Nous avons besoin que vous preniez votre abonnement à la revue Civitas. Nous avons besoin surtout que vous preniez votre place, votre rôle sur le champ de bataille qui est organisé par Civitas. Nul ici ne peut dire qu'il est inutile à la cause. Chacun d'entre nous, à sa place, a un rôle à tenir au service de la cause. Le moins formé, le moins habile, a toujours quelque chose d'utile à faire à la cause. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. Il y a ceux qui ont une tête bien remplie. Il y a ceux qui ont des mains bien faites. Il y a des talents extrêmement multiples et chacun de ces talents est nécessaire à la bataille qui se mène. Et si, par extraordinaire, vous n'aviez qu'une tête vide et des mains courbes, eh bien, il vous reste encore la prière pour nous aider dans la bataille. Et comme elle est pente, aider les guerriers à obtenir la victoire. Nous nous plaçons sous le regard de Dieu. Nous espérons que vous aurez à cœur de nous rejoindre. Nous avons besoin de continuer à étendre notre enracinement territorial dans tout le Grand Est. Nous avons besoin de gens qui prendront des responsabilités. Nous avons besoin que ceux qui regarderont ces vidéos l'entendent aussi pour l'ensemble du territoire français, y compris dans les territoires d'outre-mer, où nous avons récemment ouvert également une section en Guadeloupe. Nous avons besoin que vous l'entendiez même dans les autres pays, parce que ce combat, désormais, c'est le combat de la civilisation chrétienne contre les ténèbres. Ensemble, nous pouvons y aller. Je précise que ce sont des questions que j'attends de vous, hein, pas un discours supplémentaire. Question très précise. Oui. Alors, on sait très bien que la révolution en cause des privilèges, c'est-à-dire des lois privées et des communautés organiques. Alors, c'était l'un des remparts à la tyrannie, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui dans une société purement contractuelle et où nous sommes déracinés. Comment concrètement pouvons-nous recréer des communautés qui nous permettraient sinon d'être autonomes économiquement, du moins ne pas subir de plein fouet la tyrannie mondialiste? Alors, c'est une question très intéressante et très logique par rapport à tout ce qui a été dit. C'est vrai que nous devons absolument recréer du lien et tenter de recréer les communautés organiques, le tissu naturel qui a été détruit par l'esprit de la Révolution. Je vous dirais qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a d'abord une différence entre ce qui est statutaire, ce qui est reconnu par l'État avec une influence. Les corporations avaient ce statut, ce privilège. Mais il y a aussi la possibilité de nous organiser sans être directement reconnus par l'État comme un interlocuteur immédiat. Si les corporations ont disparu par la loi Le Chapelier, il n'est pas pour autant impossible de réorganiser des corporations par corps de métier
qui n'auraient pas cette reconnaissance pour l'instant par l'État. Je donne l'exemple, il existe l'association catholique des infirmières et médecins qu'avait mis en place le docteur Jean-Pierre Dickès. Eh bien, rien ne nous empêche de nous organiser par corps de métier, d'organiser une association de paysans, d'organiser une association de médecins, d'organiser une association d'avocats, d'organiser une association d'ouvriers du bâtiment, d'organiser une association de reporters dissidents, d'organiser une association d'anciens militaires, pour ne pas parler de ceux qui sont en active, etc., etc., etc. Et à partir du moment où ces associations, de façon naturelle et réelle, prendraient de l'essor, seraient en mesure d'avoir une véritable représentativité, elles finiraient, me semble-t-il, par devenir de facto des interlocuteurs auprès d'un certain pouvoir. Maintenant, hors ce schéma-là, il reste effectivement à nous organiser effectivement dans un schéma communautaire local. Il faut promouvoir le localisme. C'est-à-dire que si nous prenons Sarreguemines par exemple, évidemment, il pourrait être assez aisé que les catholiques, les dissidents, les patriotes, les résistants de Sarreguemines apprennent à se connaître et, se connaissant, apprennent à combiner leurs talents, leurs compétences, leurs particularités professionnelles. Si à Sarreguemines il y a un bon médecin, un bon pharmacien, un bon avocat, un bon artisan, un bon paysan, un bon boulanger, un bon boucher, eh bien, c'est parce que nous aurons à ce moment-là cette solidarité entre les uns et les autres de la communauté de la dissidence catholique et française que une société libre pourra se mettre en place. C'est aussi parce que ces gens apprendront à se connaître que lorsqu'on sera entré dans une phase de totalitarisme beaucoup plus agressif, beaucoup plus avancé, bien des mesures je dirais de sauvegarde pourront commencer à être envisagées. Voilà. La résistance telle qu'elle a existé à d'autres époques était possible à partir du moment où les gens pouvaient avoir confiance les uns envers les autres. Mettre en place des véritables outils de résistance en une situation de totalitarisme extrêmement répressif, sans se connaître préalablement, c'est voué à l'échec. Ce n'est pas dans l'urgence que l'on peut mettre en place des outils de résistance efficaces à un totalitarisme répressif. Il faut au préalable l'avoir pensé, l'avoir conçu et avoir permis que les gens fassent connaissance les uns avec les autres pour pouvoir estimer la confiance qu'ils peuvent s'accorder les uns aux autres. Oui. Je pense qu'on va porter assez fort. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Président, est-ce qu'il ne serait pas temps de penser à une monnaie locale, une monnaie civitas, une monnaie sacrée qui permettrait de lier des liens, comme vous dites très justement, pour pouvoir échanger évidemment les talents, les biens entre nous. Ça serait évidemment embryonnaire pour commencer, mais n'est-il pas temps aujourd'hui d'y penser? Alors la question de la monnaie, là, sous la forme actuelle, elle n'est pas, me semble-t-il, pratiquement envisageable comme telle. Par contre, c'est là que j'avais souligné l'importance de l'enjeu des élections municipales. Parce que si nous avions conquis une multitude de mairies, nous aurions pu à ce moment-là envisager une véritable riposte par des monnaies locales.
les catholiques ne mesurent pas assez, et les dissidents au sens large, ne mesurent pas assez l'importance de l'enjeu des élections municipales. Parce que dans le cadre des pouvoirs d'une mairie, il y a le pouvoir de mettre en place une monnaie locale. Plusieurs quartiers l'ont fait dans différentes localités, en France et ailleurs en Europe. Ce sont des pouvoirs qui existent. C'est dans ce cadre-là, me semble-t-il, qu'il y aurait moyen de véritablement l'envisager à une échelle qui tiendrait la route. D'où l'enjeu à conserver en tête des prochaines élections municipales, sauf si, bien sûr, le chaos s'était développé de telle façon que tout cela ne soit plus à notre portée. Merci encore pour votre attention. Profitez bien des stands mis à votre disposition. Et puis bien sûr, beaucoup d'entre vous resteront ce soir à table et nous aurons l'occasion d'encore beaucoup parler de tout ce qu'il y a lieu de faire ensemble. Merci.